Et voilà, c'est l'heure. C'est l'heure du café politique. Alors, bienvenue à cet autre café politique de la matinale édition du 28 août 2025. Je retrouve dans la capitale à Fredericton mon collègue de CBC, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, bon vendredi. Ah oui, bon vendredi à vous. Et puis à Caraquette, l'éditorialiste de l'Acadie Nouvelle nous attend. François Gravel, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Bon vendredi. Oui, écoutez, on a eu une semaine quand même avec beaucoup de sujets. On a échangé sur comment est-ce qu'on allait présenter tout ça, amalgamer deux angles différents. Bref, on a un beau café, je pense, devant nous, qui commence avec des chiffres. Oui. Mise à jour budgétaire. Le ministre des Finances, Jacques Poitras, qui est venu nous dire ce qu'on s'attendait d'entendre, c'est que là, l'objectif là, d'équilibrer puis d'atteindre de l'équilibre, là, ça s'est poussé. Là. Peut-être avant la fin du mandat des libéraux, peut-être pas. Il y a des forces en présence qui interviennent, Jacques. Il y a toujours des forces qui interviennent quand on promet des budgets équilibrés à court terme. Oui, le déficit maintenant est prévu pour 668 millions au lieu de 549 millions. Puis ça n'inclut pas le fonds qui était établi au cas où on a besoin de dépenser 50 millions de plus pour régler l'impact des tarifs au Nouveau-Brunswick, un fonds qui n'est pas encore touché. Ben non. Mais on attend qu'il va y avoir des demandes pour ce fonds-là, ce qui augmenterait le déficit même plus. Mais ce n'est pas le montant, je pense. C'est le manque d'un échéancier pour retrouver un budget équilibré. Le plan financier du gouvernement, dans leur budget de mars, prévoyait pas de budget balancé avant la fin du mandat. Et maintenant, le ministre n'a aucune date pour cette cible-là. Le message de René Lagacé, c'est qu'il faut dépenser à court terme pour trouver des façons de transformer des services comme les soins de santé pour qu'ils deviennent moins chers éventuellement. Alors, quand cet effort va porter fruit, on ne sait pas. Il n'y a pas de date. Mais il y a une longue histoire des gouvernements qui s'engageaient à transformer des services publics pour les rendre plus efficaces et moins chers. Et on a vu des budgets de santé qui ont augmenté, par exemple, chaque année, peut-être beaucoup, peut-être un peu moins, mais des augmentations chaque année. Avec la croissance de la population, le gouvernement Higgs a augmenté des dépenses, peut-être pas autant que certains voulaient, mais ça a créé un niveau de dépenses structurelles qui est maintenant difficile à réduire. Et les libéraux ont un choix. Si c'était une priorité, ils pourraient prendre des décisions difficiles et réduire le déficit maintenant, mais ils ne le font pas. Les décisions difficiles, François, elles doivent être prises au début d'un mandat de 4 ans. Ah oui, c'est le meilleur moment, mais même là, c'est difficile. Hein? On le voit dans le dossier de l'éducation, hein? Les efforts, les tentatives qui ont été faites par ce gouvernement-là et la résistance que ça a provoqué, le recul partiel du gouvernement. Très difficile de faire des choix difficiles, justement. Je pense qu'on en est venu à la conclusion, ici à Fredericton, qu'avoir un déficit budgétaire, ce n'est pas catastrophique. Tant que le déficit n'est pas trop important, tant que ce n'est pas la démonstration que le gouvernement a perdu le contrôle de ses finances. Oui, le ministre Lagacé me disait, moi, je suis encore dans une zone avec laquelle je suis confortable. Puis c'est pas juste moi qui le dis, on a des paramètres qui guident ça. Voilà, exactement. C'est le message qu'on envoie ici. Là. Oui, on est dans le rouge, mais ne paniquons pas. Cela dit, ce qui fait quand même mal au gouvernement, je pense, on revient toujours à ça. Il a promis d'équilibrer le budget provincial. Il ne respectera pas cette promesse. Ce qui fait qu'à chaque mise à jour économique, c'est un peu le supplice de la goutte, là, chaque annonce de déficit plus élevé que précédemment, c'est un rappel de cette promesse brisée. L'autre problème des libéraux, et Jacques l'a abordé un peu, c'est qu'ils ont promis de gouverner différemment des conservateurs de Blaine Higgs, d'investir dans les priorités des Néo-Brunswickois. Ils ont fait des promesses, des engagements, et ça, bien, ça coûte de l'argent. Et ça n'aide en rien à les efforts d'atteindre de l'équilibre budgétaire. Et par-dessus tout ça, il y a le robinet du fédéral qui a grandement profité au gouvernement Higgs pendant la pandémie, depuis la pandémie,
qui a commencé à se tarir. Hein. Les dépenses sont en hausse, les revenus en provenance d'Ottawa sont en baisse. C'est pas une combinaison gagnante là, pour le ministre des Finances, là, René Lagacé. Et je termine là-dessus en plan que la semaine dernière, au Café politique, on a discuté du fait que le gouvernement Holt semblait possiblement avoir sous-estimé ses prévisions en ce qui a trait au programme d'aide sociale et possiblement en santé aussi. La mise à jour économique apporte du poids à cette analyse. Là. Le gouvernement a dépensé 93 millions de dollars de plus que ce qui était prévu dans le développement social, 39 millions de dollars de plus que ce qui était prévu en santé. Effectivement. Bon, on va passer à notre prochain sujet qui nous transporte, Jacques et François, dans le restigouche. Alors, il y a comme un dénominateur commun aux deux angles qu'on veut aborder dans ce segment ici, c'est le pouzzolane, qui a été quand même un moment difficile de la mairie de Normand-Pelletier à Baie-des-Hérons. Et donc, j'aimerais parler de sa démission avec vous d'abord, François. Une page qui se tourne d'abord, le maire ou l'ex-maire, maintenant, Normand Pelletier, une personnalité forte, quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui laisse personne indifférent. Hein. Les gens l'aiment ou le détestent. Et reconnu pour son franc-parler. Et il a baissé les bras, il a abandonné son poste de maire, ce qui est possiblement la bonne décision aussi. Quand il a été suspendu par son propre conseil municipal pendant 40 jours, c'est pas banal. Ça peut être difficile de tourner la page après ce qui a quand même été une humiliation, là, je pense. Là. M. Pelletier a dit aussi que pendant sa suspension, on a déménagé son bureau d'endroit dans l'édifice municipal sans lui en parler. Alors, quand un maire estime avoir perdu la confiance, mais aussi le respect du conseil municipal, peu importe si c'est le cas ou non, là, si c'est ce qu'il ressent, il ne lui reste pas beaucoup d'options. C'est possible de gouverner une ville malgré un conseil divisé. Et il l'a fait pendant un temps dans le dossier de la Pouzoulane. En tant que maire, il était appelé à trancher des votes qui se sont terminés à égalité. M. Pelletier a ensuite critiqué publiquement les élus qui n'ont pas voté comme lui, ce qui a mené à sa suspension. Donc, c'est possible de diriger sans un conseil uni. Là. On se souvient que le maire de Tracadie l'a réussi pendant ses premières années à la mairie. Là. Mais M. Pelletier semble en être venu à la conclusion que les différends étaient trop importants, qu'il devait partir. Peut-être une fatigue s'est installée aussi. Il était au cœur de cette tempête-là à Baie-des-Hérons en raison du dossier de la Pouzoulane qui divise la population. D'ailleurs, quand le conseil municipal a annoncé la démission du maire pendant la réunion, il y avait beaucoup de gens dans la salle. Ces citoyens-là ont applaudi la nouvelle et personne au conseil n'est intervenu pour ramener l'ordre, alors ça en dit long. En effet, en effet. Et alors, on parle de ce maire qui démissionne avant la fin de son mandat, mais là, on va plutôt s'intéresser à un député qui avait annoncé à un bon moment qu'il ne se représenterait pas pour sa circonscription fédérale, le libéral René Arsenault. Je ne sais pas à quel moment est venue l'offre de travailler pour EcoRock, Jacques Poitras, mais j'ai pensé à vous qui vous intéressez beaucoup aux questions de lobbying et de ce que c'est la vie après la politique et des petites parentés qu'il peut y avoir entre des entreprises et des partis politiques. Absolument, et la perception n'est pas bonne. M. Arsenault avait annoncé, ça fait 1 an, qu'il ne se présentait pas dans les prochaines élections fédérales. Mais là, dans le mois de mars, il a annoncé des subventions de l'APK pour plusieurs projets dans la région, incluant ce projet de EcoRock. Et là, 1 ou 2 mois plus tard, il devient employé de la compagnie. Maintenant, la compagnie dit qu'il ne serait pas lobbyiste pour l'instant. C'est un vice-président en affaires judiciaires. M. Arsenault est un avocat. C'est normal qu'on voit des entreprises qui engagent des anciens politiciens pour aider à avancer les dossiers. Et la compagnie dit que si M. Arsenault devient lobbyiste, il serait enregistré dans le registre public des lobbyistes. C'est bon, mais ça peut quand même provoquer un certain cynicisme dans la population, comme on a vu dans des reportages cette semaine. La compagnie dit que la crédibilité de M. Arsenault pourrait peut-être mieux convaincre la population que le projet est bon. Mais je pense pour certains, ça serait l'inverse. Et on se demandait, est-ce que celui qui a pris sa place, le député libéral fédéral Guillaume Deschênes-Thériault, pensait de tout ça? Il n'était pas disponible pour une entrevue ce matin, mais il y a peut-être des petits malaises. Je ne veux pas présumer de rien, mais j'ai l'impression qu'on va en reparler. On va passer à notre troisième sujet. Et je vais rester avec vous, Jacques. Reportage très intéressant que vous nous avez présenté hier sur la place des Premières Nations dans le projet de centrale au gaz de Center Village, parce que, bien que la première ministre lui dit, que l'entreprise américaine qui a ce contrat-là le dit, il n'y a rien de concret avec les Premières Nations, Jacques, encore. Exactement. Pro Energy, la compagnie américaine, a dit dans sa soumission et publiquement que
le North Shore Mi'kmaq Tribal Council est présent, est un investisseur, est un partenaire dans ce projet très controversé d'une centrale de gaz naturel dans la région de Tantramar. Et c'est un projet très controversé pour plusieurs raisons. Alors, ce partenariat autochtone, au moins, était un signal d'acceptabilité, quelque chose de positif peut-être. Voilà que Susan Holt répète cette affirmation qu'ils sont des partenaires, mais voilà que on a peut-être vu un problème de communication chez le North Shore Mi'kmaq Tribal Council entre les employés qui allaient chercher des projets pour développement économique et les chefs Mi'kmaq des Premières Nations qui siègent sur le conseil. Puis ça semble ne savaient pas que ce processus commençait. C'est pas exactement clair qu'est-ce qui se passe, mais Terry Richardson, le chef de la Première Nation de Pabineau, reconnaît que c'est un problème, qu'une étape était manquée et que peut-être il y a une question de comptabilité. Il dit aussi que cette compagnie américaine, pour eux, peut-être l'idée de consultation autochtone est un peu quelque chose de l'étranger. Mais quand même, c'est un autre petit élément de doute qui n'aide pas vraiment à convaincre la population. En effet, et François Gravel, Terry Richardson, tout à l'heure en entrevue, se gardait bien de parler au nom des Premières Nations à proximité et concernés directement par le projet, mais il disait qu'il va y en avoir d'autres, des gros projets là, avec Scotawa, mais en branle. Il va falloir faire les choses dans l'ordre. Oui, c'est complexe. On n'est pas certain à 100 si c'est Pro-Energy qui a triché dans ses communications. Aussi, ce sont l'organisation autochtone, dans ce cas-ci, qui a reculé quand elle a vu les réactions. Une chose est sûre, tout ça faisait partie d'une stratégie de communication de Pro-Energy, ça c'est clair. On en a parlé un peu, ça aussi, au Café politique par le passé, la semaine dernière, en fait, avec cette réunion-là, cette invitation-là à la population pour avoir du matériel promotionnel. Comment c'était pas des véritables consultations, que c'est en fait des relations publiques. À la lumière des informations qui ont été diffusées cette semaine, cette fois-ci, avec les Premières Nations, je m'interroge là aussi, cette collaboration-là qui est peut-être ou pas tout à fait réelle, je ne sais pas, avec les Autochtones, ça ne s'inscrivait pas, ça aussi, dans une stratégie de relations publiques, et là, c'est en train d'échouer, peut-être. Pro-Energy, on vante le fait qu'une organisation Mi'kmaq est actionnaire minoritaire dans le projet, et ça a été présenté comme un fait accompli, ça a été répété par la première ministre Susan Holt, et c'est présenté comme un argument positif pour ce projet-là. Alors, bon, grâce au travail de Jacques et de CBC, bien, on voit maintenant que l'organisation autochtone a pris une option d'achat, mais qu'elle n'a pas encore décidé si elle va aller de l'avant ou non avec cette option, ce qui n'est pas la même chose. Là. Non, et ça me pousse à m'interroger pourquoi Pro-Energy a enjolivé la nature de sa relation aussi. Mais c'est peut-être une erreur de bonne foi aussi, là, ce qui est possible. On a peut-être cru que c'était chose faite, que les papiers ne sont pas signés, mais qu'il y a eu des serrées de main, que les discussions font que, bon, c'était réglé pratiquement et que, bon, finalement, ce n'est pas le cas. Ou encore, bien, ça s'inscrit dans cette stratégie de relations publiques qui vise à faire passer le projet de centrale dans l'opinion publique en présentant le projet d'une certaine façon pour mieux faire avaler la pilule. Mais ça ne donne pas confiance, c'est certain, aux citoyens de Sackville, de cette région-là, qui s'interrogent, eux, si ce projet de centrale au gaz dans leur cour arrière, c'est un bon projet pour eux. Merci beaucoup, messieurs. C'est le temps de passer à vos cafés. Alors, un événement de l'actualité, un acteur de l'actualité que vous voulez saluer avec un café. Vous décidez de quel type de café il s'agit. Je vais commencer à Fredericton avec vous, Jacques. Café cassé pour le gouvernement Holt qui conteste une décision, conteste en cours une décision de Commission du travail et de l'emploi qui les ordonne de renverser les coupures chez les travailleurs de bibliothèque dans les écoles, dans certains districts. La province refuse jusqu'à maintenant puis cherche une révision judiciaire en cours. C'est un peu... je me demande, j'essaie de me rappeler qu'il y avait un gouvernement qui était toujours en conflit avec les syndiqués dans les cours, puis je pense que les choses étaient supposées être différentes maintenant, mais voilà. Et aussi un café sucré pour l'ancienne candidate progressiste conservatrice Fétine Grzeski, militante chrétienne conservatrice
qui s'est présentée comme candidate à Hampton Fundy St. Martin's, qui représentait, selon Blaine Higgs, une révolution dans le parti PC. Elle a décidé de quitter le Nouveau-Brunswick avec sa famille puis déménager en Alberta cet été. Elle parle dans une vidéo sociale d'avoir été traitée d'une façon toxique dans la campagne à cause de sa religion, sauf, je me souviens, pendant la campagne, elle refusait de parler de sa religion et d'expliquer ses valeurs religieuses. Mais au moins pour le prochain chef progressiste conservateur, c'est peut-être un soupir de soulagement qu'il n'aurait pas besoin de décider s'il veut signer la nomination d'une Mme Grosseski la prochaine fois. Je pense que là-dessus, vous voyez très clair, oui. On va passer à vos cafés maintenant. François Gravel. Et Mme Grosseski, pour poursuivre là-dessus, qui avait déménagé à Quispamsis, la ville de Blaine Higgs, qui était candidate dans la circonscription voisine. J'ai l'impression qu'elle avait vu une opportunité de visibilité ou de s'approcher du pouvoir avec Blaine Higgs, qui avait beaucoup d'admiration pour elle. Et le fait qu'elle retourne en Alberta tout de suite après la défaite de M. Higgs et la sienne, ça me laisse croire vraiment que, après avoir perdu ces élections-là, qu'elle s'en fichait un peu du Nouveau-Brunswick. Elle a vu une opportunité, ça ne s'est pas matérialisé. Alors, elle retourne chez elle maintenant. Alors, pour des cafés, oui, le premier aux gens d'élection du Canada qui se sont assurés que le bulletin de vote le plus long, celui qui devait contenir le nom de 214 candidats, dont celui de Pierre Poilievre dans cette circonscription-là, n'a pas été si long que ça, finalement. Les électeurs ont plutôt écrit eux-mêmes le nom de la personne pour laquelle ils voulaient voter. Donc, la liste complète était disponible pour ceux qui la désiraient au bureau de vote. Donc, une immense majorité a voté pour Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, comme prévu. Il ferait donc son retour au Parlement. Mais je me demande si cette stratégie-là d'Élection Canada ne va pas enlever un peu de dynamisme aux promoteurs de la stratégie du bulletin le plus long. C'est pas mal moins visible comme coup d'éclat quand le bulletin de vote est de la même taille que d'habitude, plutôt qu'un bulletin géant qui appelle les manchettes des bulletins télévisés. Les gens doivent écrire le nom du candidat, tout simplement. Et bon, ça fait de moins belles images que le fameux méga bulletin qu'il fallait plier, qu'on a vu lors de l'élection dans la première circonscription de Pierre Poilievre à Ottawa. Et dans la même veine, un café aux plus de 70 candidats dans ce fameux bulletin-là qui n'ont obtenu aucun vote. Donc, ces candidats n'ont pas voté pour eux-mêmes, leurs conjoints non plus, leurs proches, leurs amis, les gens dans la communauté. Personne. Alors, c'est assez gênant. J'imagine qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui vivaient peut-être tout simplement pas dans la circonscription, mais quand même. C'était une stratégie de cette organisation qui veut réformer le scrutin, là. Mais en effet... Le but n'était pas de faire le plein de votes, là, effectivement. Un café en terminant au consul général de France, Bertrand Cahuet, qui est en tournée présentement dans la péninsule acadienne, en compagnie d'une délégation qui comprend d'ailleurs le sénateur René Cormier. Je crois qu'ils seront au village historique acadien aujourd'hui. Ils sont venus à l'Acadie Nouvelle hier. J'ai échangé un peu avec le consul. Et je trouve très intéressant l'initiative parce que c'est une tournée vraiment qui est bien remplie. On ne parle pas ici d'une rencontre, par exemple, seulement avec le Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Le consul visite des entrepreneurs, des lieux touristiques et autres. Là. Alors, l'avenir nous dira maintenant si ça va mener à des partenariats. Absolument. Et tous les deux, merci beaucoup encore pour ce très beau café politique. On continue de suivre vos reportages à CBC, Jacques Poitras, et lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. François Gravel, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Et à la prochaine.